je suis Jean-Luc Sala, je suis professeur ici à l'ECV en storyboard et on pratique de temps en temps dans mon autre cours de concept art un petit peu le Cara Design. Et donc on va essayer aujourd'hui de passer en revue un petit peu cette pratique qui consiste à donner un aspect aux personnages et peut-être de les typologiser. Alors je vais essayer de prendre les mots les plus simples possibles. Typologiser, ça veut dire que nos personnages ont un rôle dramatique, ils ont une fonction aussi dans l'histoire et qu'on va essayer de leur donner le look le plus approprié à ce qu'on attend d'eux finalement, puisque ça va être des outils pour raconter l'histoire, les personnages. Et donc on va essayer de voir si finalement le personnage tel qu'il est décrit ou imaginé au début est pas plus intéressant s'il est plus jeune, plus vieux, s'il est une femme au lieu d'être un homme, ou le contraire, si on lui donne une petite surcharge pondérale ou si on l'affame un petit peu, est-ce que ça va pas donner aussi un autre aspect, s'il est dynamique ou apathique. Donc voilà, donc c'est des tas de questions que l'on se pose quand on crée un personnage pour éviter que l'on soit tout le temps dans sa zone de confort, parce que c'est ça un petit peu le drame du Cara Design, c'est que souvent tous les personnages ont tendance à se ressembler. Si c'est un personnage héroïque, on va plutôt lui donner plein de muscles et machin, on va être dans les clichés. Si c'est un personnage un petit peu mystérieux, on va aussi taper dans les mêmes clichés. On va se rendre compte qu'on est souvent dans le cliché et dans la caricature quand on va aborder cette phase, mais qu'il faut aussi trouver des facteurs dans notre approche du Cara Design qui fait que le personnage, parce qu'il est caricatural, est immédiatement capté par le spectateur ou le joueur, qu'il s'agisse d'un film, d'une série animée ou d'un jeu vidéo, comme étant unique, c'est-à-dire qu'il ne va pas ressembler aux autres, ce qui va faire qu'on va du coup pouvoir se rappeler de ce personnage-là parce qu'il nous a donné une expérience, en tout cas visuelle, différente. Donc on va avoir plusieurs petites étapes qu'on va regarder là pour faire connaissance avec la matière, et puis on dessinera aussi, peut-être un petit peu tout à l'heure, pour s'approprier toutes ces belles paroles et essayer de voir un petit peu ce que ça donne feutre à la main. Bien, alors, j'ai choisi comme illustration visuelle dans un premier temps le travail de Patrick Schoenmaker, qui a travaillé notamment sur un projet personnel alors, c'est pas du Cara Design puisque le personnage existait déjà, il s'est inspiré du personnage d'Indiana Jones pour proposer une version dans un style graphique. Et le Cara Design va déjà être ça, c'est-à-dire de quoi que je dessine, je vais appartenir quelque part à une école graphique qui existe déjà ou en fusionner peut-être deux. Comme ce qu'on a fait dans les années 90 avec le style graphique de l'animation japonaise et le style graphique du comics pour faire ce qu'on a appelé à l'époque le genre fusion, euh, qui, euh, qui a eu ses petites heures de gloire notamment dans le domaine du comics avec des gens comme Joe Madureira par exemple. Donc lui a décidé de se perfectionner dans un style graphique qui existe depuis les années 90 et qui s'appelle le style graphique animated, et qui est né en 90 avec Bruce Timm, qui était l'animateur qui a travaillé qui a créé même les personnages de Batman Animated, qui essayait de garder l'élégance du dessin des années 50-60. À l'époque, on a commencé à faire de ce qu'on appelle de l'animation minimaliste, avec un trait très épuré et beaucoup moins de détails, et vraiment aller à la simplification des lignes, et notamment des lignes extérieures du personnage, et qui a eu ses heures de gloire et son élégance. Quand il travaille au début des années 90 sur Batman Animated, c'est pour redonner un petit peu un look un petit peu moderne et en assumant le côté vintage de Batman, qui déjà à l'époque est un vieux personnage qui a déjà été traité sous plein de styles graphiques et voire même des fois un peu maltraité. Donc Bruce Timm va mettre en place un système de cerné très élégant avec des courbes et des contre-courbes, plutôt que de rentrer dans... Il faut imaginer qu'à l'époque, le comics traite du sujet super-héros, et notamment, on est dans les années 90, c'est plutôt Jim Lee qui est l'auteur de comics à suivre, et qui est quelqu'un qui met plein de petits croisillons partout, plein de petits détails, pour montrer la musculature, pour montrer que les personnages sont très puissants, etc. Et plus Jim Lee rajoutait des petits traits, plus on avait ce sentiment de détail et de foisonnement. Et vraiment, c'est à cette époque-là que le comics a commencé à donner beaucoup, beaucoup de détails,
Et puis, Jim Lee étant devenu la star qu'il était, tous les autres gens qui travaillaient dans le domaine du comics se sont mis à mettre plein de petits détails. Dans le dessin animé, on essaye d'aller à la simplification, en tous les cas le dessin animé classique, parce que plus on va faire plein de petits traits, plus ça va poser de problèmes pour l'animation. Et donc le style animated, créé par Bruce Timm, qui était malin juste pour proposer la musculature par l'extérieur plutôt que plein de petits traits à l'intérieur du personnage pour évoquer qu'il était musclé. Donc juste le travail de silhouettage s'est avéré rudement efficace. Et ça a été un très très gros succès. Cette série télé a donné suite à plein d'autres séries télé, et voire même ce style a perduré au travers de beaucoup d'autres studios, et on continue maintenant à travailler en style animated pour plein de séries télé ou pour des films. Donc c'est quelque part, parce que le style est né dans les années 90 et aujourd'hui en 2011 il est encore d'usage, ça veut dire que c'est devenu un style classique. Et donc pour la peine c'est un style qu'il est intéressant de maîtriser. Et une des premières phases du character designer, c'est de se dire je vais faire mon travail de design de personnage, mais je dois appartenir à une famille graphique. Et donc, un des premiers choix quasiment, c'est de se dire quel est mon style ou quel est le style que l'on va me demander. Alors ici à l'ECV, on essaye de développer le style propre à chaque étudiant, mais en même temps en lui expliquant qu'il y a des grandes familles de styles et que plus on maîtrise des styles identifiés, et plus on s'ouvre des portes possibles ensuite dans les studios, parce que peut-être pendant X mois on va travailler sur une série animée qui a tel style graphique, un style un peu rond, un peu enfantin, etc. Et puis l'année prochaine on intègre une équipe qui va demander quelque chose de très action ou de très réaliste ou de complètement loufoque, etc. Et donc il faut avoir un petit peu cette souplesse. Donc il y a le style graphique propre à chacun, qui est juste la somme de ce que l'on aime et de ce que l'on est capable de restituer, parce que des fois on aime des trucs mais on n'arrive pas à les redessiner, donc ça reste des influences virtuelles qui n'ont pas un reflet pratique dans ce que l'on dessine. Et puis il y a les choses que l'on a dessinées et redessinées, et notamment la plupart des dessinateurs, dessinatrices qui débutent le font en recopiant des choses qu'ils aiment bien. On est sur la génération d'étudiants qui a grandi en recopiant du Dragon Ball Z ou des choses comme ça, et qui a ce graphisme qui va sortir assez facilement parce qu'il est assimilé par la pratique, par le dessin et la répétition. Donc Schoenmaker, quand il va faire son projet de Indiana Jones Animated, qui est une démarche complètement volontaire de sa part, il n'est pas mandaté, il ne travaille pas pour un studio qui a le projet de faire ça, il a juste envie de se dire, entre deux boulots, puisqu'il est animateur à ce moment-là, entre deux boulots, j'ai envie de me faire la main pour perfectionner mon style de dessin et perfectionner mon style animated. Et puis j'aime Indiana Jones, je vais tenter de proposer une sorte de retraitement de quelque chose qui existe déjà, donc la série de films Indiana Jones, et donc les acteurs et le look et le chara design qui est déjà établi. Indiana Jones, le chara design, c'est de l'accessoirisation principalement, un chapeau, un fouet, un blouson de cuir, et c'est parti, on a déjà la silhouette d'Indiana Jones. Après, évidemment, il y a Harrison Ford qui est un petit peu l'élément qu'il ne faut pas rater non plus. Donc d'emblée, le personnage et les personnages qui gravitent autour de Indiana Jones sont des personnages qui sont facilement identifiables et caricaturales. Donc ça se prête presque au jeu de l'extrême caricature qui est le style animated. Et donc il va pratiquer pour son plaisir des dessins, les tenter. Donc il va faire des recherches de personnages, il va faire des images, ce qu'on appelle des key scenes, c'est-à-dire des scènes clés de ce que pourrait être une aventure de Indiana Jones en dessin animé. Et puis il va même tellement se prendre au jeu qu'à un moment il va recruter des copains et ils vont se faire une sorte de petit délire de faire un film en dessin animé de quelques minutes qui est la bande-annonce de ce que pourrait être cette chose. À aucun moment il a le droit de le faire, il le fait juste pour son plaisir, pour la pratique. Et puis il s'en sert pour son book, c'est-à-dire que ça devient, quand il démarche pour trouver du travail, il montre son travail en style animated, et résultat, il a plus de difficultés pour trouver du travail maintenant. Il est quasiment universellement connu dans le milieu des dessinateurs comme étant le gars qui a fait Indiana Jones Animated. Et pour la peine, voilà, c'est un coup de maître puisqu'il a diffusé son travail, il a été vu par les professionnels, et maintenant il suffit juste qu'il aille faire une démarche en disant voilà, j'ai travaillé dans telle et telle boîte et j'ai fait tel et tel truc, et je suis aussi le gars qui a fait Indiana Jones Animated. La petite vidéo que tout le monde a partagée à l'époque où c'est sorti et où tout le monde s'est dit
au lieu de faire des films avec un acteur vieillissant, ça serait malin de faire ça. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais en tous les cas, voilà. Donc on va regarder déjà deux, trois petites choses pour voir comment on adapte avec un graphisme quelque chose qui est déjà établi. On n'a pas le chara-design à faire, mais on a une sorte de réinterprétation pour déjà un petit peu capter ce qu'est la réappropriation graphique de quelque chose qui existe déjà. Donc là, on a un dessin, donc on a quasiment une sorte d'extrait du film, Indiana Jones, sa petite amie, ils sont entourés de morts et ils se promènent dans le truc et on voit qu'on a déjà un petit peu l'expression du personnage, de l'acteur et que ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, on a la même chose qui sont des extraits des fameuses scènes clés qu'il a mis en place en tant que travail de recherche conceptuelle avant de travailler sur cette petite bande-annonce et ce petit dessin animé, où il y a d'autres scènes clés. Donc on va retrouver Indiana Jones en action. À nouveau, on a vraiment l'esprit animated, on va retrouver vraiment cette façon de dessiner assez simple par le contourage, mais qui n'évite pas les détails. On a les plis du vêtement, on a vraiment tous les caractères faciaux de Harrison Ford notamment, avec les petites cernes autour du nez, la bouche de travers, etc. Et puis voilà, on a donc une mise en place de personnages. Pour tomber ces personnages, il faut se faire la main. C'est-à-dire que le chara-design n'est pas qu'une pratique de je fais un dessin, il est pas mal, et du coup j'ai fini ma journée et je fais le truc. En fait, il y a une pratique qui est très proche d'Indiana Jones, en fait, c'est de se dire j'ai une idée en tête, je vais avoir un premier jet, je vais dessiner le truc, et de me dire je ne dois pas me contenter du premier jet. Le premier jet est le premier pas que je fais dans l'aventure de trouver le chara-design idéal. Je prends souvent l'exemple avec les étudiants et les étudiantes de dire qu'on est des chercheurs de trésors, justement. On est face à la jungle et on a une machette. Et on sait quelque part, on nous l'a dit, il y a un temple perdu avec un trésor à l'intérieur. Sauf qu'on ne sait pas du tout où il est et qu'on va chercher. Et en cherchant, on trouvera bien quelque chose. Peut-être pas ce qu'on est parti chercher au départ, mais on trouvera un truc. Et donc d'emblée, c'est ça la démarche qu'on doit avoir quand on fait du design en règle générale, c'est de poser une base en se disant, là pour l'instant, ma première vision c'est ça, et d'avoir un petit peu l'humilité de se dire, aussi bien dessiné, aussi bien foutu que ce soit, ce n'est qu'un premier jet, et peut-être qu'il y a un autre truc à aller chercher. Et que cet autre truc, eh bien, je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il est, mais je vais aller chercher, et du coup pour chercher, je vais être obligé de tourner un petit peu, de faire des cercles dans la jungle pour essayer de trouver où est ce machin. Et qu'à un moment, peut-être, on aura plusieurs propositions. Même, ça va être le but. On verra tout à l'heure avec des exemples de gens qui ont cherché des formes de petits cochons, de singes, vous allez voir, et de se dire que, une fois qu'on est dans le magasin et qu'il y a tous les produits, on va choisir celui qu'on veut, parce qu'on a le choix. Alors que si tout d'un coup on pose un dessin et qu'on s'en contente, on n'a pas le choix. On a fait un truc et c'est ça. Et oui, peut-être que du coup on peut faire autre chose, mais on n'a pas cherché. On a trouvé un truc tout de suite. Donc d'emblée, lui, ce qu'il va faire pour se faire la main un petit peu, c'est faire des arrêts sur image. Donc il va se jouer la trilogie Indiana Jones. Il fait arrêt, alors trilogie parce qu'il n'y a pas 4 films, ça c'est entre nous. Il va faire des arrêts sur image de temps en temps et se dire tiens, cette expression, ce personnage-là, je fais un petit croquis dans le style animated, le plus animated possible, et à force d'en faire, je vais essayer de raffiner un petit peu comment je peux aborder tel ou tel personnage, parce que il n'y a rien de plus compliqué que de faire un chara-design qui fonctionne de face, et puis de ne pas savoir trop comment ça fonctionnerait de 3/4 de profil, et alors souvent les dessinateurs ne pensent pas trop que le dos pourrait être intéressant, et donc zappent ce truc-là. Pourquoi le dos c'est intéressant? Moi je viens du jeu vidéo et ma pratique professionnelle m'a appris à l'époque que la plupart du temps quand on crée un personnage, le joueur le voit quasiment toujours de dos. Donc au-delà de... Évidemment il faut que notre personnage soit classe de face, mais il ne faut pas négliger à quoi il ressemble de dos, parce que si c'est un personnage de jeu, eh bien 90% du temps on va voir son dos. Et donc, si son dos est un petit peu bof, où il ne se passe rien, on va avoir une expérience qui ne sera pas démente avec ce personnage. Donc, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça et que tout ce qu'on va amener de sa personnalité vue de face doit être ressenti vue de dos. Bien, donc là, on voit qu'il se fait la main. Il essaye de faire des petits croquis, des choses pour s'approprier, pour rentrer finalement avec un chausse-pied, le matériau d'origine qui est un film avec des acteurs, des gens normaux, vrais, dans un style animated et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Bien, donc là on voit d'autres exemples de ces recherches, notamment sur les méchants, entre autres, sur une des pages, et puis sur l'autre il y a un peu de tout. Il y a notamment le père d'Indiana Jones, Marion, sa fiancée, 2001, etc. Et donc là c'est vraiment des arrêts sur image et des tentatives de voir comment son style, ou le style qu'il cherche à s'approprier, correspondrait à son challenge, puisque c'est vraiment ça. Et j'invite vraiment tous les gens qui ont envie de pratiquer du car design de temps en temps de tenter ça. Une école graphique qui est proche de nos goûts, mais qui est peut-être pas un truc qu'on pratique tout le temps, et d'essayer de transposer quelque chose dans cette école graphique pour se faire la main. Bien, là, on est vraiment dans le caractère design, c'est-à-dire que non seulement il faut que l'on soit capable d'aborder par le silhouettage, par la posture, on va voir que c'est hyper important la posture, eh bien, de quelque chose qui raconte le personnage. Notamment le côté un petit peu espiègle de 2001, qui est tout petit et qui a déjà le sourire de travers, il se tient un petit peu en avant, etc. Indiana Jones, qui est droit comme un i, droit comme la justice, les épaules en arrière, le torse développé, mais le petit sourire, la tête sur le coin, parce que voilà, c'est Indiana Jones. Son père, qui est une sorte de... Vous voyez comment les vêtements tombent, et il est un petit peu plus mou, et puis surtout les épaules un peu plus basses, et puis le même sourire pour rappeler qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux, et ce côté un petit peu monolithique. Il ne cherche pas à être un héros, il est posé, il a sa petite valise, son parapluie tranquille, et on a le personnage de Marcus Brody juste à côté avec sa pomme à nouveau. On a, regardez bien les courbures de jambes, parce que ça c'est l'élégance du dessin des années 50 qu'on essaye de retrouver dans le style animated, voilà, qui donne vraiment le truc. Et regardez bien que tout est dessiné par l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas construire à l'intérieur, on verra ça si on fait une petite démo de dessin tout à l'heure, que même si on veut un style épuré et sur l'extérieur avec un contour, d'emblée il va falloir construire une colonne vertébrale, un bassin, une ligne d'épaule pour que tout ça tienne à peu près la route. Mais là on est typiquement sur du cara design, parce que on va les poser côte à côte, on va regarder quelle taille ils font les uns par rapport aux autres. Si vous regardez bien sur la marge, il y a le nombre de têtes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur une moyenne de à peu près 7 têtes, qui est la moyenne humaine. En fait, les gens dans la vraie vie, vous pouvez essayer de compter le nombre de têtes qu'il y a en proportion dans votre corps, et on tombera sur quelque chose autour de 7, normalement. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, tout est ouvert. Mais en gros, c'est une moyenne académique, en tous les cas, en dessin, où on essaye de trouver un petit peu le canon idéal, parce qu'on va voir aussi qu'en cara design, il y a le canon idéal qui est propre à chacun, suivant ses goûts ou sa façon de dessiner. Des gens vont dessiner très étirés, très élégants, d'autres qui ont des personnages très massifs, très près du sol, ramassés, carrés. On verra ça notamment tout à l'heure dans un cara design Pixar, un personnage très très carré. Mais en gros, on a un canon. Et de se dire aussi comment finalement, parce que si c'est moi qui dessine tous les personnages et que j'ai un canon héroïque, ce qu'on appelle canon, c'est une façon vraiment de synthétiser le nombre de têtes de haut, la largeur d'épaule, voilà. Ça veut dire que tous mes personnages vont se ressembler, puisque je vais sortir des proportions qui sont toujours les mêmes, et que je ne vais pas être capable, finalement, quelqu'un ne distinguera pas les personnages, ce sera juste l'accessoirisation, l'habillage qui va les distinguer, et ça c'est un petit peu la pauvreté du cara design. Par exemple, les schtroumpfs en cara design, c'est à la fois génial et triste. C'est-à-dire, c'est juste que tout d'un coup, si on met un cadeau entre les mains d'un schtroumpf, ça devient le schtroumpf farceur. Si on met des lunettes sur un schtroumpf, ça devient le schtroumpf intellectuel, etc., etc. Donc ça, c'est juste dommage, parce que ça veut dire que quelque part, on est en train de faire de la poupée. On a un modèle, poupée Barbie, et puis suivant ce qu'on lui met comme costume, c'est Barbie infirmière ou Barbie hôtesse de l'air ou je ne sais quoi. Et résultat, on n'a pas vraiment fait du cara design, on a fait un peu de costume design, et encore, on a mis des clichés sur une silhouette et ça va nous donner quelque chose de différent, mais finalement de pas fondamentalement différent. Là, rien que de voir, est-ce qu'il a du bide ou pas le personnage, est-ce qu'il se tient avec les épaules en arrière, etc., ça va déjà nous raconter qui il est. Celui qui a la posture la plus héroïque, Indiana Jones, il s'affirme comme le héros d'action. Celui qui a la posture la plus calme et plate, c'est le père, il revient de plein de trucs, et puis de toute façon, lui, l'aventure, c'est pas son truc, il aime les bibliothèques, et donc on va pas du tout le mettre avec, voilà, dégager la ligne d'épaule, mettre les pectoraux en avant, etc. C'est pas du tout son délire, même si c'est Sean Connery, et que lui a eu des rôles dans sa jeunesse où, justement, il était James Bond, donc c'est le gars il connaît cette posture. Mais là, c'est pas la posture qu'il faut avoir, et en cara design, Sean Maker comprend tout de suite que c'est pas du tout
l'approche qu'il faut donner à ce personnage. Et donc là, on a une distinction entre plusieurs personnages d'attitude. Bien, et cette moulinette, un petit peu de passer à, comment dire, à un filtre qui est donc le style animated des choses, on peut le traiter avec plein de choses. Là, on voit par exemple le même Maker qui va s'attaquer à Ellen Ripley, l'héroïne d'Alien, incarnée par Sigourney Weaver, et notamment ce qui est intéressant chez Sigourney Weaver, c'est son côté très sec. C'est un personnage féminin, c'est une actrice, mais elle a ce côté très très sec. Notamment, elle a une mâchoire très dessinée, une petite bouche pincée, etc. Et une élégance de corps, elle est très élancée, etc. Et ça, c'est un truc à choper, c'est-à-dire c'est ce qui la distingue finalement d'autres actrices. Et le fait de se dire, ok, maintenant je m'attaque à quelque chose de très différent. On était dans quasiment la courbe avec ces personnages très années 50, avec leur petite courbe de pantalon qui font des plis et des contre-plis et tout ça. Là, on est sur quelque chose de différent. On a un personnage qui est dur. Et donc, le trait doit s'adapter. Et on voit bien dans cet exemple que non seulement la couleur, puisqu'il y a une mise en couleur qui nous explique qu'on est dans Alien et puis dans Indiana Jones, c'est qu'on est sur des tonalités très froides et très crues, que en plus le trait va vraiment caricaturer quelque chose. Et c'est ça un petit peu le fond, le nerf de la guerre en car design, c'est qu'on va aller à la caricature. Alors on est dans une époque au XXIe siècle où dès que l'on va caricaturer, ça va offenser quelqu'un. C'est pas grave, c'est exactement la pratique de ce que l'on fait. On va donner de la surcharge pondérale, on va affamer des personnages, on va exagérer des traits parce que c'est tout le sel du chara design. De montrer que ce personnage porte telle ou telle valeur et de montrer que ce personnage a telle ou telle faille, problème ou fonction. Et donc on va forcer un petit peu le trait sur telle ou telle chose pour que d'emblée, si on les met 4-5 en silhouette dans la nuit, en contre-jour, eh bien on sait que lui c'est machin et que lui c'est bidule et que c'est pas 5 silhouettes identiques dont on ne sait pas qui c'est. Donc ça c'est un petit peu la base du travail de caractère designer. Et maintenant, je vais vous montrer ce petit exemple, qui montre comment on réinterprète éventuellement, toujours avec le style animated. Donc on a un dessin de Robert de Jesus sur le côté qui montre comment, à partir d'une photo, eh bien on essaye de caricaturer justement. Caricaturer ne veut pas dire se moquer, on essaye d'être dans la vérité de la physionomie de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc d'emblée, il essaye ici de récupérer les traits de la photo et de voir dans le style animated. Donc il a exagéré la taille des yeux, il va rendre très très sec l'arête du nez avec vraiment un angle, pareil pour la forme de la bouche, et puis il va essayer de synthétiser. Alors oui, en dessin animé, on aime bien que ce soit pas trop compliqué parce qu'on va devoir dupliquer, en tout cas en dessin animé classique fait à la main, les chevelures très compliquées, les motifs à carreaux, tous ces trucs qui sont des casse-pieds déjà à dessiner une fois. Le son, imaginez 24 images par seconde, on a beaucoup de frames et beaucoup de petits dessins à faire pour animer un personnage avec de la fluidité. Plus on va rajouter des mèches ou des détails, et plus ça va être une galère à dessiner de façon fluide. Donc souvent, on essaye de simplifier au maximum tout et que le style animated apporte ce truc. Bon, là, en l'occurrence, c'est un exercice de redesign, c'est pas un exercice prévu pour un dessin animé. Je parle toujours du dessin de Robert de Jesus. Et donc, il va essayer de synthétiser la coiffure, mais en vrai, même la coiffure qu'il obtient là, en la synthétisant, est déjà trop complexe pour faire du dessin animé classique, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer. Et on va plutôt avoir tendance à générer des coiffures qui vont être un petit peu plus compactes. Pensez à vos Playmobil, avec des coiffures qui sont quand même comment dire, c'est des chapeaux quoi, quasiment, c'est des objets. On ne sent pas trop de cheveux, il n'y a pas des mèches qui partent dans tous les sens parce que ça va être compliqué à gérer. Il suffit que le personnage tourne la tête pour que tout d'un coup ce truc-là devienne une galère sans nom. Donc voilà. Et puis comme on est dans la précision, je vous ai montré un petit exemple avec le personnage d'Aladin dans son design. Et notamment, c'est les indications données aux animateurs qui disent attention, le nez d'Aladin, ne le faites pas trop crochu vers le bas, ne le faites pas trop remonter vers le haut. Au millimètre près, il y a le nez d'Aladin et il y a autre chose. Et il faut essayer de ne pas avoir
de décalage, sinon on est en train de montrer un personnage qui tout d'un coup va avoir une autre tête et qui ne sera pas Aladdin, et c'est dommage parce qu'il suffira de faire arrêt sur image et de se dire pourquoi tout d'un coup il a changé de tête, je ne le reconnais plus. Donc d'emblée on montre le profil idéal et les petites indications sur les côtés qui vont dire ça c'est bon, ça n'est pas bon, et des fois la nuance elle est au millimètre près. Et c'est pour ça aussi que les outils du Cara Designer vont être des outils millimétriques. On va travailler avec des feutres millimétriques, 0,05, 0,1, 0,3, 0,8, ça c'est pour fixer le truc, mais tout ce qui va être en dessous au crayon, on va utiliser le crayon bleu ou le crayon classique, et c'est des crayons qu'on va garder taillés tout le temps énormément, et voire même le critérium pour avoir vraiment le truc. Et quand on va gommer, c'est là où on va sortir des choses un petit peu bizarres, comme la gomme électrique, qui est une sorte de fraiseuse de dentiste, avec une petite gomme au bout, et là, et si on a raté à 1 millimètre près le nez pour qu'il ressemble au bon nez, on va pouvoir gommer et remettre le bon truc au bon endroit. Donc ça fait vraiment partie de nos pratiques qui sont des pratiques un petit peu de dessin de précision. Et donc, on ne travaille pas quand on fait du Cara Design sur des très grands formats. Il faut oublier des choses où la gestuelle, elle part du bras, de l'épaule et machin. Nous, on est dans la motricité fine et on va plutôt bouger juste le poignet. On va se caler le coude quelque part et on ne sera pas du tout en train d'essayer de faire des trucs très expressifs et tout. On va laisser ça à d'autres catégories de gens. Nous, on va être dans le dessin de précision. On l'a vu au millimètre près. Bien, je parlais d'essayer de comprendre aussi comment la silhouette et la forme, tout à l'heure j'avais évoqué le côté très carré, ben oui, là on a un personnage, donc le personnage de Lao, qui est cette espèce de grand-père un peu grognon, qui est très près du sol justement, c'est tout ce que son corps, sa physicalité évoque. Il est une succession de carrés, il fait 3 têtes de haut, vous pouvez regarder, on a une base de tête et puis on va descendre 3 têtes et des brouettes de haut. Alors après, on voit bien que suivant l'évolution, puisque là, on a l'évolution du personnage dans le temps, et on nous met d'ailleurs en plus le président des États-Unis à l'époque. Donc on commence avec Eisenhower, et puis on finit avec Reagan en 1987. Et donc on a ici l'évolution de ce personnage qui, plus il vieillit, plus il va devenir carré. Donc je ne vais pas vous divulgacher, spoiler le film, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu là-haut. Et donc cette scène, qui est une scène magnifique, qui est la scène du début, qui est une des plus grandes scènes du dessin animé d'ailleurs, de ce dessin animé et de l'histoire du dessin animé en général. Cette scène va nous montrer comment ce personnage, quelque part avec la vie, qui va un petit peu l'abîmer et l'ancrer de plus en plus. Ce qui fait qu'on comprend que ce personnage qui est de plus en plus carré et de plus en plus près du sol va aspirer à s'envoler pour retrouver quelque chose. Donc d'emblée, on regarde comment l'approche d'évolution du design tente de le rendre de plus en plus carré, jusqu'à le rendre carré voûté. Rappelez-vous, il a quand même un déambulateur quand on le découvre au début du film, et qu'il a ce côté qui va carré, qui va s'opposer à l'autre personnage, le personnage du jeune boy scout, qui lui est tout en courbe, tout en rondeur, et qui justement ça va être la glace et le feu. On a un personnage qui porte des choses qui sont terre à terre, carrées, solides, mais qui aspirent à l'élévation avec ses ballons qui eux-mêmes sont ronds, voilà, qui vont faire voler la maison, qui elle-même a une base un petit peu géométrique carrée. Et ce personnage de Boy Scout, bon, il y a le chien aussi, qui lui aussi est assez en courbe, mais le Boy Scout, il est vraiment dans des formes rondes, il va être en opposition. C'est-à-dire les deux, quelque part, ne partagent pas au départ, en tous les cas, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes fonctions dramaturgiques. Il y en a un qui est plus dans la raison, l'autre qui est plus dans l'émotion. Il y en a un qui va être plus dans la logique et un autre qui va être complètement chaotique, qui va partir dans tous les sens. Donc on a d'emblée des formes basiques de personnages, construction carrée, construction ronde, qui vont évoquer des choses très très profondes du personnage, qui vont en dire plus que juste c'est une silhouette différente pour qu'on les distingue les uns des autres. C'est logique qu'il y en ait un qui soit dans des propriétés carrées, et c'est logique qu'il y en ait un qui soit dans des propriétés plus douces, plus rondes. Bien, je vous parlais de choses millimétriques, et donc on va carrément aller dans le millimètre près. Je vous ai mis notamment ici un dessin de Chris Sanders qui est le papa de Lilo et Stitch, mais aussi le papa de Dragon. Du coup, vous comprendrez pourquoi Stitch et Croque-Mou ont certains points communs en tous les cas.
et notamment pour le design de la grande sœur de Lilo, qui, du coup, je vous disais, hein, on est dans la caricature. Et la caricature, des fois, va devoir s'autoriser certains raccourcis caricaturaux, juste pour qu'on comprenne. Et notamment, la charte graphique, puisque c'est la déclaration d'intention du réalisateur ou du directeur artistique sur un projet, c'est de dire ça se passe à Hawaï et donc je veux que mes personnages soient un peu typés, typologisés, peuple du Pacifique. Et donc d'emblée, on va se dire, il y a des détails sur lesquels, pour la première fois, parce que ça va être une des premières fois où on va, alors c'est pas une princesse Disney, la grande sœur de Lilo, puisqu'elle ne fait pas partie de la famille des princesses Disney, mais c'est un personnage féminin principal Disney, et on va se dire, on va la typer. Et donc d'emblée, comme Lilo, sa grande sœur a un nez très épaté, très en rondeur et très élargi, on la typologise peuple des îles, et puis aussi, on va aussi signaler, et donc si vous regardez bien dans le détail nos instructions qui sont données, il y a marqué à un moment « Remember the wave », qui veut dire « Souvenez-vous de la courbure de la vague », car il aimerait qu'on signale, alors c'est au millimètre près, mais que la grande sœur de Lilo a du gras du cou. C'est-à-dire qu'on va lui donner une petite surcharge pondérale, alors qu'on ne le fait pas. Une princesse Disney, on va plutôt essayer d'incurver le cou vers l'intérieur pour dire qu'au contraire, elle a un cou altier, princier, et on va juste essayer de le dégager le plus possible. Là, c'est le contraire, c'est de bien dire à tous les animateurs Disney qui vont travailler sur le projet, attention, c'est l'héroïne Disney où j'aimerais bien qu'elle ait du gras du cou. Alors pas beaucoup, mais un petit peu, et donc on dit bien, remember the wave, vous allez donner cette petite courbe, au lieu qu'elle soit dans ce sens-là, on va la donner dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair à la caméra, mais c'est l'idée. Et donc, on le signale bien et on indique bien, c'est au millimètre près. C'est-à-dire, au lieu d'être 2 mm vers l'intérieur, on va être 2 mm vers l'extérieur sur l'épaisseur du cou. Mais ça va faire toute la différence. Et ça va typer notre personnage. Et donc, on va l'ancrer dans un cliché, une caricature, bien sûr, mais qui permet tout d'un coup de la distinguer des autres personnages avec le canon Walt Disney qui est établi depuis toujours sur les personnages féminins. Donc, ça aussi, c'est important. Donc il ne faut pas hésiter, évidemment. Il y a toujours une ligne rouge sur la caricature qui est très compliquée. L'idée, c'est juste la bienveillance. C'est de se dire, je caricature parce que ça va faire vrai et authentique, et donc il faut y aller doucement. À titre d'exemple, le personnage de Maui dans Vaiana a suscité beaucoup de plaintes de la part justement des Hawaïens disant bah zut, vous êtes juste en train de caricaturer les peuples pacifiques comme des gens qui ont des problèmes de surcharge pondérale parce que c'est vrai que non seulement il est musclé mais en plus il est bien rond, il est bien gras. Et en même temps, oui, mais quelque part, c'est quand même une des typologies, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais c'est un endroit dans le monde où on va trouver des gens qui, effectivement, ont un petit peu ce trait de caractéristique. Donc, est-ce que pour des raisons de bienséance et de politiquement correct, on va essayer de rendre tout le monde aseptisé, ou est-ce qu'on rebondit dessus? Alors, bon, ils ont mis les pieds dans le plat avec Maui en le faisant vraiment extrêmement exubérant, extrêmement, voilà, mais en même temps, c'est le personnage. Sa typologie est d'être extrêmement extrême. Il va dans tous les sens, il est au taquet sur tout, il se vante, il bombe le torse, du coup il a un torse surdéveloppé, etc. Ben oui, c'est ça, c'est de la caricature, et d'emblée, tant qu'on n'est pas caricaturé soi-même, on trouve ça toujours bien et marrant, et quand tout d'un coup on se sent offensé, c'est un problème. Donc on est dans un monde où les gens s'offensent souvent, tant pis. Quoi que l'on fasse en chara-design, à un moment, quelqu'un pourra nous dire ça c'est pas bien, ça c'est au-delà du cliché, on va dire c'est raciste ou c'est ceci, c'est cela. Ok, il faut être conscient de ça, savoir qu'on marche sur des œufs, mais à un moment, c'est ça le fond de notre métier, de se dire, je dois typer mon personnage, je dois le typer dans son genre, je dois le typer dans sa fonction caricaturale, il est héroïque, on va lui donner un petit peu trop de muscles, il est malingre, on va le faire un petit peu émo, complètement malingre, etc. Il est ceci, il est cela, et on va pousser un petit peu les curseurs un petit peu plus loin que juste quelque chose de standard, et on caricature, et c'est ça qui va être juste le sel de ce métier déjà. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les expressions.
Et donc ça aussi, les palettes d'expression, ce qu'on voit sur cette même image, c'est d'être capable de proposer finalement des choses différentes. Parce que notre personnage, mine de rien, sa fonction héroïque, c'est ceci, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux, etc. Mais il y a le moment où ça sera intéressant qu'il ne le soit pas et qu'on le perçoive. Et que la vie, et surtout le jeu d'acteur, parce que c'est du cinéma, même le jeu vidéo, c'est on essaye d'avoir de l'émotion et de véhiculer ça, et que si tout d'un coup on limite nos expressions à des smileys, content, pas content, fin, lol, machin, oui, c'est déjà pas mal, parce que d'emblée ça nous permet d'avoir des subtilités de langage. Le smiley permet de dire ah oui, c'est très drôle, et puis de faire en fait une tête de quelqu'un qui est pas content. Ce qui veut dire que en fait, le smiley nous permet de comprendre une subtilité qui est ce que je dis, je ne le pense pas. En fait, je trouve que c'est absolument pas drôle et je suis en colère que tu aies fait cette blague. Vous voyez, donc on est sur de la subtilité parce que quelque part le smiley, alors que c'est pas ouf comme jeu d'acteur, mais déjà nous propose une relecture du truc. Et donc évidemment, dans le domaine du cinéma, dans le domaine du jeu, c'est intéressant d'avoir des nuances. C'est là où ça va être sympa de se dire, tiens, là je sens que ce personnage, il a de l'émotion tout d'un coup, et il passe de ça à ça, où il est à mi-chemin entre ça, où il hésite, on sent qu'il est en train de, voilà, de réfléchir et qu'il y a un conflit interne et tout ça. Toutes ces subtilités-là sont autant d'armes pour mieux raconter l'histoire, donc il faut qu'on les prenne en compte. Et donc on doit développer toute une palette d'expressions pour les personnages principaux, pour que tout d'un coup ils soient dans la subtilité. Et donc souvent, c'est un travail un peu important, et donc on va être obligé de se dire quelles sont les limites du jeu d'acteur, voilà, et on délimite un petit peu, voilà, quand il est mort de rire, est-ce qu'il montre toutes ses dents, ou est-ce qu'il est juste comme ça, genre, voilà, c'est le maximum qu'il peut donner. Donc on regarde un petit peu ce que l'on peut faire dans ce domaine-là aussi, parce que ça fait partie, en fait, on design un acteur, c'est juste ça, on n'est pas juste en train de créer une forme pour faire un jouet, on est en train de designer quelque chose qui va être vivant. Bien, alors pareil après, je parlais de l'accessoirisation, les costumes, les cheveux font partie de l'accessoirisation, cheveux ou pas d'ailleurs, et donc voilà, donc on va essayer de regarder un petit peu quelles sont les variantes que l'on va pouvoir obtenir, mais c'est la même chose qu'on va faire avec les costumes aussi beaucoup. Bien, et une autre approche fondamentale, alors ça c'est plus pour l'animation 2D en tous les cas, le dessin animé dans ce qu'il a de classique, c'est qu'on va être dans les concepts de stretch and squash. Alors stretch, ça veut dire que nos personnages sont un peu élastiques. On aurait plus, alors on peut le faire maintenant en 3D, mais en tout cas on y allait un petit peu doucement à une époque. Maintenant c'est beaucoup plus possible, mais ça veut dire qu'on peut éventuellement se dire que nos personnages, même s'ils sont bien construits, qu'ils sont logiques et qu'on essaye de les rendre crédibles et vivants, ils ont une structure osseuse et des muscles, et en fait on essaie de leur donner une sorte de vie, de crédibilité. Mais c'est aussi des créatures de papier à l'origine, et donc peut-être qu'on peut les déformer. De même qu'on a éventuellement caricaturé l'allure, la posture du personnage, peut-être aussi que son squelette pourrait être un petit peu mobile, élastique, et qu'on va faire donc le stretch and squash, c'est-à-dire de temps en temps exagérer une expression en étirant, stretch, ou en raplatissant, squash, sans aller dans les extrêmes, mais on peut très bien de Bip Bip et le coyote, où généralement c'est toujours le coyote qui se fait un petit peu aplatir. Voilà, tout le monde a en tête ces scènes où il se prend des enclumes ou des paquebots qui tombent de nulle part et qui l'aplatissent, mais ça fait partie du langage cartoon, ça fait partie des bases, des origines, de l'ADN de l'animation. Et effectivement, pouvoir tout d'un coup exagérer des expressions et vraiment les rendre drôles, puisque ça va être, on est souvent sur des exercices de comédie, eh bien ça va faire vraiment partie de l'humour cartoon de faire ce fameux stretch and squash. Mais de même, pas que pour le visage. Un personnage qui court, on va pouvoir étirer les jambes pour montrer qu'il court de plus en plus vite, etc. Donc ça fait partie des choses à garder en tête, et c'est pas parce qu'on était au millimètre près et qu'on a dessiné notre personnage telle longueur de jambe, telle hauteur de bassin, tel machin, que tout d'un coup il peut pas être un tout petit peu élastique pour des bonnes raisons. Voilà. Et des personnages comme par exemple Spider-Man, et notamment il y a beaucoup de stretch and squash sur les dessins animés Spider-Man, et je pense au dernier en date, Spider-Verse, qui permettent tout d'un coup de donner, en vrai, un vrai corps ne peut pas faire tout ce que fait Spider-Man. Alors, on y reviendra tout à l'heure sûrement, je vous montrerai que j'utilise beaucoup un jouet Spider-Man pour poser et faire des postures, donc voilà, donc on reviendra sûrement
un autre araignée préféré. Dans les autres choses, et notamment en ce moment, parce qu'on est à fond là-dedans, on a malheureusement pour deviner les intentions des gens, puisque voilà à quoi on ressemble la plupart du temps en ce moment, c'est de ne pouvoir lire les émotions et les expressions des gens en face de nous que par les yeux et se dire que, bah, comme le veut l'expression, c'est le miroir de l'âme et que quelque part, autant les déformations de la bouche, etc., pour les expressions, c'est des choses fondamentales, les yeux aussi peuvent être d'une grande mobilité pour être dans la subtilité. Et donc, pareil, dans le Cara Design, on va avoir des yeux. J'ai pas d'exemple là, mais on pourrait y revenir. Quand on design quelque chose, un élément, je vais penser aux mains par exemple, on peut aussi se dire, bon, ben, comment est une main dans notre style habituel. Par exemple, on est chez Disney, comment on fait des mains comme ça, ok. Mais tout d'un coup de se dire, attention, c'est un film Disney qui se passe dans la Grèce antique. Je pense à Hercule. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas nous rendre nos mains un peu grecques? Et c'est là où on va commencer à mettre des bouts de doigts un peu triangulaires, des articulations avec des sortes de spirales grecques, etc. Parce qu'on est dans une volonté de redesign d'une moulinette graphique pour adapter un style qui était déjà existant et convenu à, tout d'un coup, oui, mais c'est le dessin animé, on va faire des trucs un petit peu à la grecque, justement, et donc on va s'autoriser des choses. Dans le même ordre d'idée, eh bien, on va avoir un autre dessin animé, je vais prendre Atlantide, toujours de Disney, de se dire, est-ce que tout d'un coup, nos mains, on pourrait pas les rendre encore plus carrées, parce que là, on est sur un truc un peu comics, notamment pour ceux qui connaissent, il y a Mignola, qui est un dessinateur, le papa de Hellboy, qui a travaillé sur Atlantide et qui a un trait de dessin qui est extrêmement carré. Et d'emblée, sachant qu'il était à l'origine de certains designs et de certains personnages, eh bien on retrouve ces intentions de dessin très très carrées dans les formes des personnages, mais aussi les doigts du coup. Et donc les mains de tel dessin animé ne sont pas les mains de tel autre. Et en fonction de la production, on se dit, ok, dans Tarzan, comment on fait les mains? On va essayer de les mettre un petit peu plus noueuses, on va essayer de plier les doigts. Alors moi ça me fait mal pour le faire, mais on va essayer de montrer qu'on peut avoir des trucs très très mobiles, etc., etc. Donc chaque détail peut compter. Pareil pour les pieds du coup. C'est rare qu'on voit les pieds de nos personnages, mais dans Tarzan, les pieds ils sont quasiment aussi importants que les mains, donc on va les voir souvent, donc il faut les designer, leur donner de la vie, etc. Donc ça c'est vraiment ce souci du détail et de se dire je peux dessiner comme ça et c'est mon premier jet et tout le monde s'en contenterait parce que j'ai appris à dessiner que c'est super, de se dire aussi attention sur ce projet-là, il y a telle ou telle chose à faire et du coup ne ratons pas le truc. Donc voilà les préoccupations du character designer en permanence. Ensuite, il y a les canons. Alors, ce qu'on appelle les canons, ça va être les canons académiques ou les canons pas académiques, justement. Le canon académique, c'est quoi? C'est l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci, le gars qui se tient comme ça dans son cercle, avec les jambes droites puis écartées, qui donne un petit peu les proportions idéales du corps humain à l'époque de Léonard de Vinci et selon Léonard de Vinci, qui lui-même avait son propre canon artistique. Voilà. Et ok, ça c'est un canon artistique. Maintenant, est-ce que c'est le seul canon? Il suffit de sortir dans la rue, de regarder les gens, de se regarder soi-même et de se dire je rentre pas dans le truc. Je suis trop grand, plus petit, plus large, moins large, etc. Et donc, comment ça se passe? C'est pas grave. C'est justement ce qui va permettre de distinguer des personnages et puis surtout, c'est ce qui va peut-être aussi distinguer une école graphique d'une autre. Il y a une école graphique qui va être sur le canon à deux têtes. Je pense aux petites figurines Funko Pops que vous connaissez sûrement, en plastique, qui caricaturent des personnages de la pop culture, et ben, c'est du canon à deux têtes, c'est-à-dire la taille d'une tête et la taille du corps en dessous. Et donc là, dans l'exemple que vous avez de proportion, vous voyez bien que la première entrée qui est proposée, c'est le canon à deux têtes, c'est-à-dire quasiment le canon du bébé en fait. C'est pour ça qu'on les trouve mignons, ces jouets-là, c'est qu'ils ont des proportions de bébé. Une tête, un corps, et à peu près à proportion égale. Alors en vrai, les bébés, ils sont proportionnés autrement, mais quand on les caricature à nouveau, sans les offenser, on va volontairement par là. Et du coup, ce canon à deux têtes, on peut le trouver pour des personnages kawaii, mignons. Je pense à Titi de Titi et Rominet, qui est une tête et un corps, et qui fonctionne exactement comme ça. Donc d'emblée, le choix du canon, c'est-à-dire du nombre de têtes que l'on va prendre pour ou bien la totalité de la production, et on fera quand même des gens plus petits, plus grands, mais on va se dire, nous on est dans un canon à 7 têtes, c'est-à-dire à peu près standard, nous on est dans un canon à 6 têtes, donc on va essayer de rendre les gens un petit peu plus ramassés, on est un canon à 9 têtes, qui est le truc extrême qui est proposé là. Alors 9 têtes c'est compliqué, mais peut-être pour des personnages extraterrestres, je pense à Avatar notamment, on va être sur ce genre de canon avec des jambes très très longues, etc. Mais je pense aussi à la série Aeon Flux,
qui a existé dans les années 90 et qui était sur des canons très très bizarres, très dérangeants, parce que justement les personnages étaient très étirés. Donc le choix aussi des proportions est quelque chose qui peut influencer toute une production. Avatar, tous les Na'vi sont des gens qui font 9 à 10 têtes, donc ok, donc on va les designer dans ce canon-là, c'est ce qui va les distinguer des humains qui arrivent avec leurs 7 têtes et demie et qui du coup, en silhouettage, vont vraiment être en contraste par rapport à ces créatures-là. Donc ça fait partie du truc. Mais aussi, ça peut être dans la même production, je peux avoir des personnages qui se distinguent les uns par rapport aux autres en disant Pikachu par exemple, il va être en canon entre 2 têtes et 2 têtes et demie. Sacha, le dresseur de Pokémon dans la même série animée, lui il va être dans le canon à 5 têtes. Donc on va tout de suite avoir des choses qui peuvent coexister. Et puis aussi, si c'est des personnages qui sont caricaturaux ou étranges, et là je pense à des choses comme Zootopie par exemple, là on est en plus sur des créatures complètement différentes, mais il y a quand même des canons à mettre en place, le gros balèze, le petit malingre, le marrant, le voûté, je pense aux paresseux de l'administration par exemple, tous ces personnages-là vont avoir finalement leur logique de canon et aussi en même temps des approches qui vont dire c'est un personnage physique, c'est un personnage musculaire, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire des canons. Et alors les canons vont nous permettre aussi de réinterpréter des choses. Et là notamment l'exemple du mouton. Ce qu'on veut, alors on peut caricaturer le mouton sous tous les angles. Il y a plein de trucs super marrants dans un mouton. Là l'approche c'est de se dire je vais le rendre fluffy, c'est-à-dire le plus possible doux, arrondi, et qu'on ait vraiment la sensation de laine et qu'il soit tout mou et tout rond. Et donc le côté fluffy, on va le exagérer ce truc-là, donc on va le rendre plus rond, tout simplement. Et donc ça c'est une approche caricaturale. On aurait pu le rendre plus musculeux, parce que c'est possible, enfin différent. Regardez les toutes petites pattes qu'il a. Voilà, on a vraiment décidé d'exagérer plutôt la rondeur. Les pattes, c'est pas ce qu'il a de plus rond chez un mouton. Du coup, on les rend les plus simples et les moins dérangeants. Enfin, on les amène le moins possible en avant parce que c'est pas ça qui va donner le côté fluffy. Donc voilà. Et puis cette approche, donc on va rester un petit peu sur l'idée d'arrondir des choses, et je vais vous montrer quelques exemples dessus, surcharge pondérale, augmentation de la fourrure, des choses comme ça, pour voir comment quelque chose que l'on a l'habitude de voir autrement peut être tout d'un coup beaucoup plus sympa ou rigolo si on aborde justement une forme géométrique, là entre autres la courbe, pour l'aborder, puisque ça va être le principe du chara-design, d'utiliser des formes géométriques pour voir mon personnage, s'il est triangulaire, qu'est-ce que ça donne, s'il est carré, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Toujours dans le domaine du fluffy, je vais prendre le bourdon, et je vais regarder un petit peu ce qui se passe si j'exagère le truc. Et là, à nouveau, ça va donner quelque chose de beaucoup plus mignon. Le bourdon, ça pourrait être un truc un peu inquiétant. Si on le regarde de près, c'est quand même, voilà, c'est un insecte, on sait qu'il pique, etc., tout ça. Donc là, on va avoir le côté extrêmement mignon. Évidemment, agrandir les yeux, parce que ça, c'est vraiment le truc qui rend tout mignon tout de suite. Parce que pourquoi? Les bébés animaux, les bébés tout court, dans les proportions du visage humain, ont les yeux qui sont plus grands. Puis après, c'est le reste qui se développe, mais la taille des yeux ne change pas trop. Et résultat, on associe les grands yeux à quelque chose de mignon et sympa. Donc voilà, on fait le truc avec le bourdon, on le rend fluffy, et ça va donner cette espèce d'effet où ce bourdon est trop mignon. Voilà. Et puis on va revenir avec Chris Sanders, qui est donc, je vous rappelle, le papa de Lilo et Stitch et le papa de Croque-Mou. De temps en temps, quand il ne fait pas des pin-up, parce que c'est un très gros dessinateur de pin-up, il fait des petits animaux mignons, à nouveau. Grosse tête, comme un bébé. D'ailleurs, il peut être déséquilibré et tomber sur sa tête tellement la tête a un volume important. Les grands yeux, etc., etc. Et tout de suite, son petit tigre devient un excès de mignonitude parce que il va apporter justement tous ces raccourcis graphiques qui fonctionnent. Titi est mignon parce qu'il a une énorme tête. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement efficaces. On n'est pas obligé de faire une énorme tête pour que ça soit mignon. On peut très très bien faire un personnage avec une toute petite tête qui soit mignon et avec un corps qui lui est dans l'autre sens, qui est gros et une toute petite tête. Ça fonctionnera. Ça va dépendre des intentions graphiques qu'on va mettre dessus et du côté malin de ce qu'on va appliquer dessus. Mais c'est en tous les cas un raccourci et une astuce pour que ça marche plus vite de faire ça. Donc c'est une facilité, on va dire.
Et maintenant, voilà, l'exercice. Je vous ai dit, on passe dans un magasin et on choisit des trucs. Si jamais je me contente du premier jet, j'arrive dans le magasin, je vais acheter un truc. Je le trouve tout de suite un truc. C'est un rayon, il y en a plein, mais il y en a un et je m'arrête devant. Et je me dis, ok, j'étais venu, on va admettre, je viens acheter une paire de chaussettes. Je vais dans le rayon chaussettes, je m'arrête devant la première paire de chaussettes. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Une paire de chaussettes, en voilà une, je la prends, merci, au revoir. Bon, ça c'est un peu moi quand je fais les courses, c'est que j'ai pas trop envie de rester trop longtemps dans le magasin. Mission accomplie, j'ai trouvé ma paire de chaussettes. Mais c'est peut-être pas la paire de chaussettes idéale. Elle était peut-être là, la paire de chaussettes super, mais je n'ai pas choisi ça, j'ai choisi une paire de chaussettes et pas la paire de chaussettes. D'emblée, en fait, comment faire le truc? D'emblée, il faut se donner du choix. Il faut aller dans le rayon, regarder tout ce qu'il y a et se dire, de tout le choix qu'il y a là, peut-être rien me plaît. Je connais 2-3 personnes qui sont comme ça, qui vont dans le magasin, rien me plaît, et c'est même pas la peine d'essayer de les forcer à acheter le truc parce que du coup, ça n'ira pas. Donc voilà, et puis jusqu'au jour où on rencontrera le truc qui plaît, parce que ces personnes-là ne savent pas forcément ce qu'elles cherchent, mais elles savent ce qu'elles ne veulent pas. C'est ok, c'est ce qu'on appelle aussi de la direction artistique. Souvent, je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais je sais très bien que ça, c'est pas bon. Donc, why not? Mais aussi, ça peut être, je dois trouver un truc aujourd'hui. Je me crée du choix. Ici, c'est ce qui va se passer. Plein de croquis de singes différents, plein de croquis de cochons différents. Peut-être qu'il y a mieux. Peut-être que j'aurais pu faire un meilleur singe ou que j'aurais pu faire un meilleur cochon. Mais aujourd'hui, à l'instant T, voilà mon choix. Et je vais prendre le meilleur pour ce que j'ai besoin aujourd'hui. Parce qu'on m'a demandé de donner une réponse aujourd'hui à ce truc-là. Je regarde, je me dis, celui-là, il est chouette. Voilà. Et souvent, celui qui est chouette, c'est pas le premier jet. À nouveau, on fait le premier jet et on se dit, c'est mon camp de base, maintenant j'explore la jungle. Je vais tourner autour et je vais essayer de trouver le truc qui est sympa. Je ne sais pas ce que c'est. J'essaye des trucs. Tête en forme de cacahuète, tête en forme d'olive, tête en forme de patate, tête en forme de triangle, tête en forme de carré, etc., etc. Je change, je fais des variations. Et tout d'un coup, on va trouver une tête qui est marrante ou débile ou inattendue ou vraiment le truc qui sort d'on ne sait où et qui est tout d'un coup, ça c'est chouette. C'est pas moi, parce que moi, naturellement, du premier coup, j'aurais jamais sorti ça. Mais j'ai le bon goût, parce que c'est une des fonctions du cara designer, c'est quand même de développer un moment une sorte de bon goût. J'ai le bon goût de sélectionner quelque chose qui n'est peut-être pas fondamentalement moi ou naturellement moi, mais qui me met en dehors de ma zone de confort et qui est chouette. Et c'est ça que je veux. Je veux le truc chouette. Et donc, je vais sélectionner dans toute cette palette de têtes ou de formes de cochon le truc qui est bien. Regardez dans les singes, il y a notamment dans la rangée des 3 du bas, il y en a des super rigolos. Et donc d'emblée, c'est pas les premiers qui sont tombés, mais là il commence à y avoir des trucs un peu marrants qui commencent à sortir. Peut-être par lassitude, au bout du 15e singe, on se dit qu'est-ce que je vais faire que j'ai pas fait? Et on va tomber sur un truc et on se dit pourquoi pas? Finalement, je dois faire. Et puis surtout, là on en cherche un, mais imaginez qu'on fait la famille singe. Comme un jeu de cette famille. Il faut en faire 7 différents les uns des autres pour les distinguer. Le vieux singe, le gros singe, celui qui est intelligent, etc., etc. Et on ne va pas faire comme les Schtroumpfs. On ne va pas leur mettre des accessoires pour distinguer l'intello du farceur, du chef de tribu, etc. Donc d'emblée, ça c'est une bonne idée aussi, de faire toutes ces palettes, toutes ces différentes différences de nuances pour sélectionner le plus approprié finalement à ce que l'on veut ou se créer une palette et de se dire là on va être dans une civilisation de singes rigolos et voilà toutes les possibilités de têtes, de formes de corps, de mains, de machin et on va essayer d'assembler tout ça comme des monsieur patates. Cette tête là pour ce corps là ça donne quoi, etc., etc. Pour le cochon c'est pareil, on a vraiment plein d'effets différents et notamment moi j'aime bien le cochon qui donne le sens du vent un petit peu où on voit ses oreilles en arrière, celui-là il est marrant, mais il y a aussi d'autres qui sont un peu rigolos avec des bosses sur le dos ou tout arrondi ou tout ratatiné parce qu'ils sont compacts et ça donne quelque chose de marrant. Ça se trouve le cochon que je cherche il est là et du coup ça y est j'ai trouvé et j'ai fait œuvre de design, c'est-à-dire que j'ai cherché et j'ai sélectionné le truc le plus design, le plus cool en fonction de ce que je cherche. Donc ça, c'est un petit peu la démarche et tout l'intérêt du truc. Et à nouveau, on parlait de surcharge pondérale et de trucs. Un cheval, c'est quelque chose qu'on a bien en tête. En plus, c'est assez musculeux. Un cheval, ça ne nous épargne pas grand-chose en anatomie parce que d'emblée à dessiner, c'est hyper compliqué.
quelque part, un cheval, si on lui donne un petit peu trop à manger, qu'est-ce qui se passe? Ça va donner ça. Alors évidemment, un cheval de labour est déjà beaucoup plus solide, mais si en plus ce cheval de labour, on le gonfle à l'hélium, qu'est-ce que ça donne? Ce truc-là, ben, pour la peine, c'est un design de cheval extrêmement cool, inattendu, original, et c'est aussi ça la fonction du design, c'est d'essayer d'aller chercher des trucs qu'on n'aurait pas eu du premier coup. Je reviens sur mes proportions, c'est tout le propos des proportions, c'est-à-dire de se dire quelle est du coup la proportion idéale pour la fonction que je suis en train de mettre en place. Quelqu'un qui est puissant, petit, jeune, près du sol, élancé. Et du coup, dans les familles graphiques, là, tous les coups sont permis. Et je me permets de juste vous rappeler vite fait qu'il y a beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'avoir des proportions humaines. Je prends le personnage de Bob l'éponge, Kenny, Stitch, même Homer Simpson qui commence à avoir des proportions un petit peu très arrondies, très différentes. Pikachu, qu'on en a vu tout à l'heure, pour évoquer le côté forme de cacahuète, 2 têtes et demie de haut. Donc voilà un petit peu le genre de choses. Et puis ça va donner des familles graphiques, notamment la famille Cartoon Networks, qui est ce grand cerné, c'est-à-dire ça descend un petit peu de l'animated dont on a parlé tout à l'heure, mais en exagérant le trait. Et donc ça aussi, ça va nous permettre des raccourcis. On n'a plus besoin de faire des coudes et des genoux. Je pense au Super Nana, c'est des sortes de tubes, et c'est bon, ça fait l'affaire. Et c'était surtout quelque chose qui était très pratiqué dans le dessin animé vintage. On va y revenir très très vite, notamment avec ses origines, Félix le Chat. Le dessin animé vintage vient d'une école de dessin qui simplifiait, qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui n'avait pas des grands artistes encore au début, et qui étaient des gens qui devaient créer des personnages, mais personnages qui étaient ensuite repris par des gens qui découvraient le métier, puisque le métier n'existait pas avant, donc qui se formaient en faisant le truc, et donc qui était plein de simplifications. On appelle ça l'école du tuyau d'arrosage. Tous les membres n'ont ni coude ni genoux et sont des sortes de tuyaux. Donc ça permet aussi d'avoir une approche détendue du chara-design, puisque on va plutôt exagérer les formes desquelles on parlait tout à l'heure, triangulaires, cacahuètes, rondes, carrées, etc. Et puis évidemment, du coup, le trait vintage va donner quelque chose qui est connu de tous maintenant, qui va être la silhouette de Mickey, qui vient de la silhouette d'Oswald, qui lui est à mi-chemin entre le vintage des origines et le vintage Disney. Mais les proportions de Mickey, vous allez les retrouver chez les Schtroumpfs, vous allez les retrouver sur Mario, vous allez les retrouver sur Sonic. C'est des choses qui, à nouveau, sont devenues des classiques et donc qu'on va pouvoir répercuter. Donc ce travail-là, finalement, de comprendre les proportions du corps humain sont aussi des proportions de genre et qu'il va falloir aller choper le cartoon vintage, le style Cartoon Network comme les Super Nana, etc., etc. Donc là, on est sur à nouveau une remise en question des proportions parce qu'on peut faire d'autres choses. Exemple, des trucs mignons, ronds, avec des petits pieds. On peut aussi aller, puis là on voit, ça y est, on est parti du cartoon vintage pour faire des choses très contemporaines. Et puis ça peut être aussi ça, du coup des légumes qui sont anthropomorphisés, c'est-à-dire on va leur donner des formes humaines pour leur prêter des choses, et regardez notamment la maman légume. On va lui donner une forme un petit peu en courbe pour évoquer des hanches, parce que du coup elle est plus féminine que les concombres d'à côté. Donc on a d'emblée aussi une façon de caricaturer, puisque du coup c'est caricatural, de caricaturer pour aller directement vers le raccourci qui fait que tout le monde a compris. Et on va lui mettre des cils. Les cils c'est féminin, du coup on comprend que c'est une madame légume et que les autres à côté sont des monsieur légumes. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais ça fonctionne évidemment au premier quart d'heure. On a compris qui était qui. Et là, à nouveau, puisqu'on parle de caricature, et donc de caricature extrême, on a tous le cliché du shérif qui mange des donuts. Quoi de plus rigolo que de tenter de faire le shérif donut, c'est-à-dire un donut avec tout l'équipage, tout l'équipement du shérif, la moustache, le flingue, la plaque, la casquette, et puis son acolyte éclair en chocolat. Ça, tout de suite, on est sur des mises en place de choses qui sont extrêmement caricaturales, référencées et efficaces pour la peine. Donc voilà un petit peu ce qui est le chara-design dans l'essence, c'est-à-dire un sens de la caricature. Voilà, donc on va faire une petite pause sur cette partie un petit peu théorique en tous les cas, et puis on va peut-être passer à quelque chose de plus pratique tout de suite. Ok, c'est parti. Bien, alors maintenant on va essayer de passer un petit peu à la pratique avec un exemple éventuellement de chara-design. J'ai, on va dire une petite. Alors, on va essayer d'aller vite, donc je vais aller me retrancher dans des choses que je connais un peu pour qu'on ne prenne pas trop de temps, parce que je vous l'ai dit, on recherche et on ne sait pas ce qu'on va chercher et ce qu'on va trouver. Donc, tant qu'à faire, on va essayer
trouver quand même un truc à peu près. Alors, j'ai jamais dessiné de truc, mais je pense que je vais y arriver assez facilement. J'ai une facilité à dessiner les dinosaures, parce que j'ai un peu compris comment ça marchait. Donc, du coup, on va essayer de faire un personnage un petit peu mi-dinosaure, vous voyez, on va lui donner une sorte d'épaisseur un peu tortue ninja. Donc, voilà, et puis évidemment, un personnage un peu rigolo, caricatural. Donc, une sorte d'épaisseur. On va essayer de faire une sorte de guerrier dinosaure, si vous voulez. Ce que j'utilise d'habitude, alors je vous montre, ça c'est des petites poupées de dessinateurs de manga pour le posing. Alors en fait, voilà, je l'ai acheté mais je l'utilise quasiment jamais parce que c'est extrêmement fragile et c'est compliqué. Mais pour tous les gens qui ont des problèmes de visualisation et notamment pour les raccourcis visuels, on veut projeter une jambe en avant, on veut faire un personnage très ramassé, etc. Et qui galèrent un petit peu, je vous conseille d'essayer de vous procurer ce genre de choses, même si c'est extrêmement fragile. Voilà, ça fait partie des outils proposés aux aspirants mangaka pour avoir des posings un petit peu rigolos et choper les proportions. À l'école, en première année, en prépa, on apprend le modèle vivant, c'est-à-dire des gens qui posent devant vous et vous les dessinez. Et donc, on a cette pratique de l'observation. Et des fois, le dessin d'imagination, c'est vrai que des raccourcis, des poses dynamiques, c'est pas évident à tomber du premier coup, etc. Ou du coup, on n'ose pas et on reste dans les choses qu'on fait machinalement et qui sont peut-être pas complètement dingues. Donc voilà, donc ça peut être un bon déclencheur pour faire le truc. Moi de mon côté, parce que c'est vrai que j'utilise, donc je vous le dis, jamais ou quasiment jamais ce genre de truc. Par contre, j'ai un compagnon depuis plus de 20 ans qui traîne à côté de mon bureau, qui est ce jouet Spider-Man, et je vous invite plutôt à tenter ce genre de choses parce que pour la peine, on peut vraiment mettre, voilà, il est superposable, on peut mettre les mains dans tous les sens, etc. Et que quasiment, c'est presque le fait que ça soit Spider-Man, ça me pousse à faire vraiment des posings extrêmement dynamiques et donc d'avoir les raccourcis qui vont bien et de m'en inspirer pour faire mes poses de personnages. Là, le personnage qu'on va faire n'est pas du tout à proportion humaine, donc on va pas trop avoir besoin de ça. Mais voilà, si vous avez, puis c'est un prétexte pour s'acheter un jouet, si vous avez effectivement des galères un petit peu à poser des personnages dans certaines poses, dites-vous qu'en tout cas, il n'y a pas de honte à utiliser. Les grands peintres utilisaient des gens qui posaient pour eux. Les dessinateurs font de temps en temps poser des gens pour eux. Donc voilà un petit peu comment se jouer. Donc vous allez chez votre magasin de jouets préféré. Il y a notamment la gamme Marvel Legends qui propose pas mal de personnages donc super-héroïques, donc avec finalement la musculature très apparente. Eh bien ça peut vous permettre d'avoir un gabarit. Ce Spider-Man, je l'utilise aussi pour me servir de gabarit pour des silhouettes féminines, des silhouettes moins musculaires, etc. C'est pas un problème, c'est juste une sorte de pense-bête qui me permet d'évaluer un petit peu la souplesse, le raccourci anatomique qui est en place et donc du coup de l'aborder sans trop de problèmes. Là, on va partir sur donc ce fameux Cara Design et d'emblée, je vais faire le premier pas, c'est-à-dire celui où je sais que ça va pas être top, mais je vais essayer de garder donc des proportions un petit peu près de soi, voilà, très ramassées avec des petites jambes, voilà, et on voit que je suis pas du tout en train d'essayer de faire des trucs qui sont trop définis. Je fais ce qu'on appelle un brouillon, tout simplement, et je vais en tenter 2-3. Voilà. Alors je vais tenter de profil pour voir un petit peu ce que ça peut donner, ou 3/4 en tous les cas. Hop. Alors pour l'instant, c'est du crayonné, vous n'allez pas voir grand-chose, mais ça me permet de tenter des trucs. Je vais tenter des jambes un petit peu arquées. Voilà, puis une queue parce que c'est un dinosaure. Ouais, ce sera mieux avec la tête plus en avant. Vous voyez, là, en plusieurs coups, j'essaye de définir quelque chose qui me convient. J'hésite pas à abandonner un projet pour aller sur quelque chose d'autre. Voilà, je tente les jambes plus courtes. Voilà, plus de bide, plus de muscles, parce qu'il est censé être balèze. Voilà, ok. Et peut-être ça. Voilà, je crois que je tiens un truc. Et donc, je vais partir un petit peu de ce genre de silhouette. Je vais le redévelopper. Je vais peut-être écarter un petit peu les pattes pour qu'on voit. Voilà, l'assise. Voilà. Et je vais donc partir un peu là-dessus. Dans un premier temps, j'utilise un crayon, ça me permet de poser le truc. J'ai une table lumineuse, mais pour plein de bonnes raisons, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais qui me permettrait éventuellement de mettre mon brouillon, mon premier jet en dessous, puis de redéfinir par-dessus avec une nouvelle feuille. Le principe de la table lumineuse, c'est que ça éclaire et que je peux, par transparence, décalquer, retenir ce que j'aime bien dans le premier dessin et redessiner en l'éteignant ce que je n'aime pas, et donc de modifier. Et puis au bout de 3 ou 4 feuilles,
j'ai un dessin qui est propre parce que j'ai hésité dans les brouillons. Là, on va faire ces hésitations au crayon et au fur et à mesure, je vais monter en gamme de gris avec des feutres pour monter le truc et à la fin, on tentera un ancrage avec un feutre pinceau. Donc ça, c'est la théorie parce que en fait, comme je ne sais pas forcément si c'est... Alors je vous dis, hein, je pars quelque part dans la jungle et je sais qu'il y a quelque chose que je cherche. Donc là, j'ai un petit peu silhouetté vite fait pour obtenir quelque chose. Là voilà, je suis en train de développer un peu la tête de mon personnage et j'avais cette espèce de truc où j'avais deux masses d'épaules un petit peu balèzes. Donc je vais essayer de les mettre en place ici. Un torse qui est ici, qui est assez développé, voilà. Et maintenant, la courbure que j'avais mis ici, je la répercute ici. Tout de suite le bassin. Et deux petites pattes. Voilà, deux petites pattes très courbes mais très courtes. Et comme c'est un dinosaure, on va lui mettre trois pattes. Voilà, une queue, quand même, pour marquer le truc. Et maintenant, des bras. Donc il est balèze, on va essayer de mettre des bras. Alors on part sur un petit peu ça. Voilà. Et on va lui mettre, je sais pas quoi dans les mains, une lance. Voilà. Dinosaure un petit peu primitif. La lance, si je la fais comme ça, elle vient sur le visage, c'est pas top. On va la mettre plus basse et on va faire ça. L'intérêt du chara-design aussi, c'est que normalement, on ne met pas trop de trucs devant les éléments, puisque on doit pouvoir répondre à toutes les réponses. C'est-à-dire, au fait, tu as dessiné une lance, mais il y a quoi derrière? Et donc, on essaye de cacher un minimum de trucs. Donc là, je suis en train de marquer maintenant les grandes lignes, un petit peu au crayon, vite fait. Et j'ai ma silhouette. Maintenant que cette silhouette est posée, on va essayer de lui mettre un petit peu un costume primitif. On va lui mettre peut-être des épaulettes, un petit bout d'armure, un pagne, même s'il n'a pas grand-chose à cacher, ça fait toujours un petit peu quelque chose. Voilà, et peut-être une sorte de... Voilà, on va mettre un harnais. Voilà, ça va lui donner un côté un peu martial. C'est pas la peine de lui mettre un casque, il a déjà une grosse tête et ça serait ridicule. Donc voilà, je pose un peu le truc comme ça. Maintenant, je vais prendre des marqueurs. Les marqueurs, ils sont, donc c'est des marqueurs. Alors là, c'est des pro marqueurs, mais en fait, toutes les marques sont bonnes à prendre. L'idée, c'est que je vais essayer de silhouetter un petit peu, de lui donner de la densité. Alors l'idée, c'est que les marqueurs, ils sont numérotés. Ils vont du plus clair au plus foncé. Là, je suis sur du 2, c'est-à-dire qu'en densité de gris, je suis déjà pas mal mis en avant. Donc je vais peut-être déjà commencer par poser du 1 que j'ai ici, qui va me permettre de déjà délimiter des choses, mais qui seront l'équivalent d'un crayonné amélioré. Et donc je vais prendre, alors, les pro-marqueurs, ils ont une grosse pointe qui fait des pleins et des déliés, qui est pratique. C'est des marqueurs à alcool, ils sentent très très fort. Voilà, et encore, c'est pas les marqueurs d'antan qui étaient très chargés en alcool. L'intérêt de l'alcool, c'est qu'il va très vite rentrer dans le papier et l'encre va se diffuser dedans. Ça va nous faire des aplats, pas comme les feutres que vous aviez quand vous étiez petit et où chaque coup de feutre faisait une sorte de trait qui se superposait à celui d'à côté. Là, l'encre va rentrer dans le papier par capillarité avec l'alcool et se diluer. Ça va avoir un petit côté un petit peu sympa. Donc on y va. J'ai pris mon gris numéro 1 et donc c'est le moins foncé. Et je vais essayer de définir déjà un petit peu des choses supplémentaires qui vont me permettre, notamment je vais placer les yeux, les trous de nez, parce que là maintenant ça y est, j'ai la silhouette, je peux rentrer dans le détail un petit peu. Alors en vrai, hein, parce que là on est dans le raccourci, je fais même quasiment tout ce que je vous ai dit de ne pas faire, c'est-à-dire je me suis un peu contenté du premier jet, mais j'ai quand même fait 2-3 silhouettes pour essayer de cerner un truc. Je dis pas que ça va être super, hein, mais au moins on va avoir quelque chose qui pourrait fonctionner. Je peux commencer déjà à indiquer ce qui va être à l'ombre et à la lumière. Ça va me permettre de peut-être pas tout détailler. Alors, la lance, c'est un truc important, donc je commence à la signaler dès maintenant. Les masses musculaires. Là, il y aura des doigts. Pour l'instant, ils ne sont pas définis. Là, l'autre masse musculaire du bras. Et éventuellement, voilà, des doigts. Ici, les petites pattes. Voilà, avec les doigts. Et ici, petite patte avec des doigts aussi. Tout ça, ça va être à l'ombre. Le torse. Voilà. La queue. Voilà. Et je peux commencer éventuellement, donc je prends la pointe un peu plus fine, à amener 2-3 petits détails en plus. Notamment des petits détails que j'ai envie d'amener, peut-être des écailles. Ça, on reviendra dessus tout à l'heure, mais ça peut déjà commencer à mettre des choses intéressantes pour plus tard. Voilà, du placement. Et puis surtout, bon, on va le poser au sol, donc on va lui mettre une petite ombre.
Voilà, c'est toujours important de placer un petit peu le truc sur du sol. Puis des fois, ça permet de texturer un peu le sol. Je pense que c'est ce qu'on fera. Ça va donner un petit côté socle, un peu comme si c'était une sorte de figurine. On va lui mettre un truc au bout de sa lance parce que sinon c'est juste un bâton. On va faire une sorte de harpon. Voilà. Voilà. Qui coupe d'un côté et qui a des trucs qui accrochent de l'autre. Voilà. Et qui coupe. Ok. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, le premier jet. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez tout de suite faire ça avec des crayons. Vous commencez avec du 2H, puis du H, puis du HB. Vous montez un petit peu en densité. Montez pas trop. En Cara Design, on n'aime pas trop monter au-dessus du HB, parce que dès qu'on va être dans du 2B, du 6B, non seulement on va étaler un petit peu la mini graphique partout, ça va être un peu sale, et puis on va finir par en avoir de là à là. Et donc on va ressembler à rien. Et puis surtout, on va un peu crader notre feuille. Maintenant, je suis monté en gamme. Je suis sur du 4. Alors 4, c'est peut-être un peu balèze. Je vais aller prendre du 3 d'abord, voilà. Et je vais amener du détail supplémentaire. Voilà, notamment ici et là. Je distingue bien des éléments de visage. Je vais rajouter des petites dents. Voilà, bien distinguer le menton. Voilà. Des écailles. Voilà. On va bien marquer tout ce qui est sanglage. Alors j'ai envie de lui mettre un truc autour du bras. On va le signaler comme ça. Le pagne. Et ici, le harnais. Voilà, le manche de la lance. Que voilà, et puis bah, là, on n'a pas été trop dans le détail. On va lui mettre aussi un brassard. D'un côté vraiment bien barbare. Les petits doigts de pied. Et là, on peut commencer à texturer un peu le sol. On va mettre sur le petit grain. Ok, voilà, ça commence à prendre un peu du volume. Maintenant, je change de mine pour passer un petit peu en mode détail. Je reprécise des trucs, notamment le harpon. Voilà. Hop. Ouais, il est un peu timide cette lance, elle est un peu fine, on va l'épaissir un peu parce que c'est quand même un dinosaure balèze. Du coup, on va lui donner vraiment un bon gros harpon. On va l'épaissir. Et vous voyez qu'on n'hésite pas à remettre en cause des trucs qu'on a établis dès le début, hein. On change tant qu'on peut. Voilà. Alors évidemment, il y a la gomme. Là, je suis lancé tout de suite au marqueur, donc forcément, ma marge de manœuvre sera que je ne pourrai pas revenir en arrière si quelque chose ne me plaît pas. Mais tant qu'on est dans les phases de crayonner, on peut revenir en arrière. Et puis, si on avait dessiné à la tablette, parce que c'est aussi une option de dessiner avec les outils informatiques, bah, il y a toujours le retour en arrière qui est possible et on peut du coup tenter plein de trucs pour voir si c'est pas mieux. Donc, ça fait partie des choses qui seraient à tester. Mais là, voilà, là je suis sans filet, c'est-à-dire je ne peux pas revenir en arrière. Mais c'est tout le truc intéressant de ce genre de démarche, c'est-à-dire je le fais, si ça ne me plaît pas, j'en refais un autre. Ça ne va pas me prendre plus de 20 minutes pour poser le truc, donc d'emblée, je sais que je n'ai pas perdu ma journée si je me suis trompé. Voilà, je commence à mettre les doigts un petit peu, voilà, le pouce, l'index. Et ici, on va commencer à définir notre truc. Voilà. On va revenir maintenant qu'il a commencé à reprendre un peu de la définition, on va lui remettre des petites ombres un petit peu à des endroits où ça serait plus logique que ça tombe. Et surtout en superposant la marque de feutre ancienne avec le même feutre de la même densité, ça va superposer, faire déjà des nuances de gris. Et donc ça c'est aussi intéressant d'attendre que la feuille sèche, que l'alcool ait été complètement absorbé par la feuille pour revenir dessus, pour obtenir des nuances supplémentaires. Voilà, et donc là j'ai vraiment essayé d'explorer en termes de Cara Design des formes massives, rondes,
pour vraiment lui donner ce côté un petit peu, bah voilà, lui on sent qu'il mange pas des légumes, ce côté un peu balèze. Voilà. Ok, on va monter encore un petit peu, on était sur on est monté sur du 3, on va aller sur du 4. Donc je prends un feutre de densité 4, donc plus épais. Et maintenant, je vais redéfinir des endroits où j'ai vraiment envie d'avoir du sombre. Alors il faut qu'on fasse attention parce que dans ces gammes de marqueurs, 4, on est déjà quasiment sur du trop sombre. Donc comme l'étape d'après, ça va être d'utiliser du noir ou du sépia pour définir le contour, ben, pour la peine, je pense que je ne vais pas monter beaucoup plus haut que le 4. Donc là, il ne faut plus que je sois en mode un petit peu détendu. Je suis déjà en train de figer les choses dans mon dessin, parce que je ne pourrais pas trop revenir en arrière pour les corriger ensuite. Donc tout ce que je fais maintenant se verra à la fin. Ça y est, là, ça commence à sentir bon le marqueur. Alors, pour l'anecdote, hein, quand je travaillais dans le jeu vidéo, on était dans un studio de pré-prod où on était une dizaine de personnes à travailler avec des marqueurs à alcool quasiment toute la journée. Et les vapeurs d'alcool, au bout d'un moment, ça nous rendait et très joyeux et très créatifs. Mais je vous déconseille de faire ça chez vous. Bon, en plus, maintenant, puisqu'il est connu que c'est quand même pas idéal pour la santé de respirer de l'alcool, les marqueurs modernes sont quand même désaturés en alcool, c'est-à-dire il y a de l'alcool, mais ils ne sont pas aussi forts que ce que ça avait pu être à la grande époque. Et puis surtout, il y en a qui sont des marqueurs à l'eau. Donc voilà, certaines marques qui affirment le côté sain du truc. Donc si vous n'avez pas envie de vous exposer pour plein de bonnes raisons aux vapeurs d'alcool toute la journée. Après, évidemment, depuis qu'on dessine sur tablette, tout ça n'existe plus. Puisque la tablette n'a pas de vapeur, c'est bien connu. Ou alors quand elle commence à avoir des odeurs, c'est qu'elle est en train de fumer et de mourir, donc c'est pas bon signe. Voilà, les doigts de pied. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir maintenant passer à l'ancrage. Ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra peut-être pas sur des niveaux de gris à un moment, mais là, je pense que le moment est venu pour obtenir quelque chose d'un petit peu figé. Donc, c'est parti. L'ancrage, j'utilise ce feutre. Alors, c'est un feutre pinceau, c'est un pentel. Alors, c'est avec ça que les Japonais apprennent à écrire, notamment à l'école. Donc, c'est un feutre pinceau pentel. À l'intérieur, il y a une cartouche d'encre de Chine. Alors là, c'est une cartouche marron, mais j'ai des cartouches grises et des cartouches noires. Mais là, c'est mon Pentel sépia, en fait. Il permet de faire la pointe et il permet aussi de faire des trucs très écrasés, comme la calligraphie japonaise. Et donc, l'idée, c'est qu'il a finalement une marge de manœuvre très, très énorme, qui vont du trait au millimètre jusqu'à l'écrasement sur quasiment presque 1 centimètre de large, si j'appuie vraiment sur le pinceau. L'intérêt de ça, c'est que une fois qu'on a appris à le maîtriser, c'est un outil qui est hyper chouette, mais il faut apprendre à le maîtriser. C'est sans filet. Le problème du pinceau, c'est que du coup, il va marquer toutes les intentions de pression, d'inclinaison, etc. et on va obtenir des effets différents. Si tout d'un coup, on se laisse importer, on ne fait pas trop gaffe, on voulait faire un très fin et on fait un gros pâté, et du coup, il y a un petit côté un petit peu dangereux sans filet. Si on veut éviter ça, on a les marqueurs millimétrés que je conseille beaucoup et que je pratique aussi, et qui sont millimétrés. Donc, c'est les fameux feutres comme ceci. Là, c'est les Pigment Liner, par exemple, de chez Staedtler, mais il y a les Sakura notamment. Ils sont millimétrés du 0,05 mm jusqu'au 0,8. On peut même peut-être monter au-dessus dans certaines gammes. Ça, c'est la version européenne.
les Allemands de chez Staedtler. Est-ce que j'ai ici, je crois pas, la version japonaise avec les Sakura, pas du tout, mais enfin voilà, il existe plusieurs catégories, ils sont tous bons. Voilà, les Staedtler ont la tendance à être un peu plus doux sur le papier. Ça permet de faire le trait de l'épaisseur que l'on veut. Donc voilà, mais c'est un peu plus rigide, alors que là, on a le trait de l'épaisseur que l'on veut avec le pinceau, mais sauf qu'à un moment, le pinceau va peut-être vivre sa vie et pas faire le bon trait. Bon, je vais tenter parce que j'aime beaucoup ça, mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'à un moment ça parte un petit peu en quenouille. Alors déjà, je vais faire 2-3 petits traits d'essai, parce que j'ai pas l'impression que l'encre soit bien chargée dans le pinceau. Voilà, ça y est, ça arrive. Voilà, on est bon. Et c'est l'ancrage, c'est-à-dire que là, on est en train de donner quelque chose de définitif à notre dessin. Donc, fais un peu gaffe. Autant tous les traits qu'on a fait au marqueur ou au crayon en dessous sont plus ou moins dépassés, machin. Là, on va essayer d'être dans quelque chose d'un peu plus rigoureux. Voilà, je dis ça, j'ai déjà commencé à obtenir des traits qui ne sont pas de l'épaisseur que je voulais. C'est pas grave, c'est le jeu. Alors là, vous voyez, ça rigole plus, je suis plus en train de discuter, parce que l'ancrage est vraiment le moment où on fige. Et donc, chaque geste compte. Et j'en profite pour rajouter des détails, comme les petites écailles sur le pourtour de la silhouette, voilà, qui n'étaient pas du tout présentes dans les premiers jets, mais qui permettent tout coup de donner le côté dinosaurien à notre personnage. Voilà. Hop. Alors les yeux, c'est là où il ne faut pas baver. Et on se débrouille, c'est là où c'est intéressant qu'on puisse vraiment être au millimètre près, mettre la sorte de petite lumière dans l'œil. Voilà. La ligne de mâchoire, les petites dents. Okay. Bon, une fois que le visage, on a posé le principal, c'est un soulagement, parce que déjà on sait que quelque part c'est quand même là où les gens vont déjà essayer de choper la personnalité euh, du Cara Design, et donc de se dire si le visage est lisible, je dis pas qu'il est super, mais comment il est lisible et qu'on comprend un petit peu l'intention, bah déjà on a fait une partie du boulot. Après il y a la silhouette, l'attitude, le posing, toutes ces choses-là. À nouveau, on peut très bien se dire, voilà, j'ai fait ce dessin, admettons, quand il sera fini, et se dire, ok, il fonctionne un petit peu comme ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je le fais courir en extension? Qu'est-ce qui se passe si il est un petit peu moins ceci, un petit peu plus cela? Et continuer à explorer. C'est-à-dire, un Cara Design n'est pas, d'ailleurs c'est ce qui se passera quand j'aurai fini ce truc-là, ça ne sera pas, voilà, ça y est, j'ai fini mon dinosaure, fin d'histoire. C'est peut-être le début d'une série de dessins pour trouver des dinosaures qui sont sur la même logique que celui-là, mais avec des propositions différentes. Travailler le harpon un petit peu. C'est le moment où j'essaie de faire des traits droits au pinceau. Voilà, c'est bon.
Hop, le pagne. J'avoue, on va faire une masse. Et la queue. On rajoutera un peu de la texture après, ou même des rayures. Je pense que c'est un dinosaure, on va le tigrer. Ça va être sympa. On va rajouter des rayures tout à l'heure. On prépare un peu le terrain en mettant des petites taches. Voilà. Donc voilà, grande tradition cartoon, 4 doigts plus un pouce, ça fait que 5, mais ça nous permet de faire l'essentiel du truc, et puis du coup on se casse pas les pieds à faire un doigt supplémentaire. C'est très très bien, on est à l'économie toujours dans l'animation. On se dit, si ça fonctionne avec 4, pourquoi s'embêter à en faire 5? Donc voilà, très très vite on avait décidé que les personnages cartoon, c'était 4 doigts plutôt que 5. Et j'avoue que par paresse souvent, on revient dans ces... quand on fait des personnages un petit peu cartoonesques comme ça, très vite on se pose même pas la question en fait. D'emblée, on met le syndicat minimum, le minimum syndical pardon, de doigts. Personne ne se plaint jusqu'à présent. Et son pagne, on va le mettre en fourrure, ça va être drôle. Voilà. Genre, il a tué un mammouth déjà, ça pose un peu le bonhomme. Voilà. Les genoux, hop, on va faire des petites spirales pour les genoux. Le muscle, tac, voilà. C'était proche de mollet. Et des chaussettes, genre, voilà, et des chaussettes. Chaussettes en poil de mammouth, si on va rajouter. Voilà. Ça lui donne vraiment un côté barbare, le côté fourrure là. On va exagérer un petit peu ça. Des lanières, hop. Là maintenant, mon dessin a eu le temps de sécher, ce qui fait que je peux revenir dessus et ça va se superposer. Et je sature à nouveau avec mon pigment et mon alcool. Et là, je peux amener une teinte supplémentaire. On va lui mettre une rayure sous l'œil, ça marche toujours très bien, ça va lui donner l'air très inquiétant. Et une sur le bout du nez. Voilà, même chose sur les bras de l'autre côté. Et sur le torse, on va lui mettre un petit peu de 3 trucs. Les jambes, et on est bon. Et bien voilà, on a notre dinosaure qui est posé. Alors je ne sais pas comment on va faire la mise au point avec ça du coup pour la caméra. Mais voilà. Donc ça c'est un petit exercice pratique de Cara Design, c'est-à-dire on part d'une silhouette, on cherche un peu un truc, on le pousse si on veut. Là pour la peine je l'ai poussé, mais en vrai il aurait fallu explorer plein d'autres formes, ou alors c'est le point de départ de plein d'autres formes que l'on va essayer d'obtenir. Ben, merci d'avoir suivi ce petit tuto, et puis ben, je vous dis à bientôt, et pourquoi pas dans les couleurs de l'OCB.